Les amis, comment allez-vous? Moi ça va super. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui c'est une histoire assez spéciale que j'ai envie de vous raconter. Le format évidemment n'est nouveau pour personne, on raconte une histoire de quelqu'un ou quelque chose d'incroyable qui a pu se passer, et aujourd'hui c'est ce que j'ai envie de faire aussi. Donc on est dans une ambiance un petit peu plus posée, un petit peu plus tamisée, et c'est parce qu'évidemment l'histoire d'aujourd'hui concerne la prison, les criminels. Non, j'abuse, en tout cas, c'est juste l'histoire d'un homme qui n'a fait que s'échapper de prison. Une histoire très connue au Japon, et surtout pour ceux qui aiment bien un petit peu toutes ces histoires-là. J'espère que tout le monde n'aura pas déjà connaissance de l'histoire et que j'apprendrai cette histoire à peut-être quelques personnes. Mais avant que la vidéo commence, évidemment, je vous invite à mettre un gros pouce bleu si ça vous plaît. Je sais bien que pour vous, ça ne change pas grand-chose et c'est pas si agréable que ça, mais pour moi, ça m'aide beaucoup. Alors n'hésitez pas, commentez si jamais la vidéo vous a plu ou dites ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche les amis. Alors sans plus attendre, commençons la vidéo, car aujourd'hui, on parle de l'homme qu'aucune prison ne pouvait tenir. Hop hop hop, mais avant ça, le sponsor de cette vidéo. Non, je déconne, il n'y en a pas. Je vous fais ce petit arrêt avant que la vidéo commence, juste pour vous prévenir, encore une fois, que c'est de la vulgarisation. J'ai essayé de raconter au mieux l'histoire, c'est une première pour moi, donc j'attends vraiment, si possible, vos retours dans les commentaires. Et j'en profite aussi rapidement pour vous dire que j'ai un Twitch et que je suis en live quasiment tous les vendredis. Alors rejoignez-moi, le Twitch est dans la description, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce bonne vidéo. Le 31 juillet 1907, Yoshie Shiratori naît dans la préfecture d'Aomori. D'un père pêcheur et d'une mère poissonnière, il est le deuxième enfant d'une lignée de 3 enfants. Jusque-là, rien de particulier, sauf que rapidement, son père meurt que 3 ans après sa naissance. Sûrement dû à ce qu'on dit une cirrhose du foie, étant donné que son père forçait un petit peu sur la bouteille. Sa mère, maintenant veuve et avec ses 3 enfants, elle réussit tout de même à trouver un métier en tant qu'employée agricole près de la ville d'Akita. On racontera qu'en échange de son travail, elle bénéficiera d'une réduction pour pouvoir loger ses enfants. A savoir que maintenant vivent donc la mère, la grande sœur de Shiratori, Shiratori lui-même et un petit nouveau-né. Le fermier, également veuf et sans enfant, tomba amoureuse de la mère de Shiratori. Mais, voulant sa propre famille, il lui dira qu'il gardera que le nouveau-né. Voilà, donc globalement, tes 2 autres enfants, pas de problème, c'est ciao. Donc, les 2 enfants restants, Shiratori et sa grande sœur, seront élevés chez sa tante, et donc évidemment abandonnés par la mère. Pas cool. La grande sœur de Shiratori, arrivée à ses 18 ans, se maria avec un client qui venait très souvent à la boutique, et donc finit également par partir. Donc là, Shiratori se retrouve tout seul avec sa tante, il se dit bon, ok. Sa tante aussi, elle se barre. Donc déjà, à partir de là, le bilan, il est moyen. Il a plus aucune famille, sa mère l'a abandonné, sa sœur a refait sa vie, et sa tante est partie aussi. Et quand Shiratori eut 18 ans, il fut employé sur un bateau russe pour attraper des crabes et ce genre de travaux en tout genre. Un travail qui était forcément très difficile par le froid qui régnait sur les mers, mais qui était quand même bien payé. Et quelques années plus tard, il finira même par se marier et avoir une fille. Alors jusque-là, on se dit que c'est plutôt un bon bilan, il s'est plutôt bien rattrapé malgré l'enfance qui a été vraiment tumultueuse. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, la crise financière du Japon a fait que il s'est retrouvé endetté et avec de gros problèmes financiers. Voulant trouver une solution, Shiratori a fait la pire chose que tout le monde peut faire, se tourner vers les jeux. Il n'y a rien de pire, frérot, si t'as pas d'argent, oublie les jeux. C'est là qu'entre en jeu Akinori. Akinori, c'est un ami de Shiratori, un des premiers qui s'est fait de toute cette bande, puisque quand il jouait, évidemment, il a fini par traîner avec plusieurs personnes, qui étaient souvent des braqueurs, des voleurs en tout genre, en tout cas qui pillaient n'importe qui ou n'importe quoi afin de gagner un petit peu d'argent. D'abord, Shiratori refusera tous les cases proposés par son ami, tous les vols, mais évidemment, l'argent commençant à vraiment pas suffire, il se résigna à accepter. Et c'est donc là qu'on a finalement une petite histoire dans l'histoire pour savoir comment il en est arrivé à devoir s'échapper 4 fois de prison. Et donc c'est le 3 avril 1933 qu'avec son ami Akinori, ils décidèrent d'aller voler le magasin d'un vieil homme. Ayant fait quelques repérages au préalable, c'est à la nuit tombée qu'ils se glissa tous deux dans une grille d'aération à l'arrière-boutique. Mais ils trouvent pas grand chose. Ils sont un peu déçus, ils repartent un peu bredouilles, il n'y a pas grand chose, ils volent à peine le fond de caisse, c'est pas ouf. Mais nos 2 amis bien tenaces ont eu vent, en fait il y aurait les recettes cachées à un endroit particulier dans la maison. Donc là nos 2 amis ils se disent c'est ok, on y retourne, c'est sûr cette fois on fait le casse de l'année. Tout d'abord, chose peu rassurante, la personne qui les informe leur dit « Ce vieil homme dort à côté d'un katana ». Voilà, donc ça les impressionne pas de soucis, ils replanifient, le soir d'après ils y retournent de la même manière que la première fois. Shiratori et son ami voient bel et bien l'homme dormir avec le katana posé sur le mur juste à côté. Comme toute personne intelligente, ne voulant pas prendre de risques,
Shiratori décida de juste se saisir du katana afin que même si le vieil homme venait à se réveiller, il ne pourrait pas les attaquer. Manque de bol, en voulant le saisir, il se loupe, le katana tombe sur sa tête. Évidemment, l'homme, il se réveille, il prend vite que il y a du coup des voleurs qui sont introduits chez lui, mais Shiratori s'étant saisi du katana, avec son ami, dégringole les escaliers à toute vitesse afin de se barrer. Shiratori transmet le katana à son collègue Akinori, sauf que en voulant à moitié retenir l'homme et à moitié partir, l'homme arriva au niveau de Shiratori et lui mit un énorme retourné. Il est en train de prendre cher. Donc Akinori, voyant la scène, ne put pas se résigner à laisser son ami. Il fit donc marche arrière, fonça vers l'homme, le katana brandi sur lui. Il lui asséna un énorme coup de katana dans le dos avant que le vieil homme tombe de douleur. Donc étant donné que l'homme ne voulait rien lâcher malgré la douleur, il finit par être poignardé à mort. Ça sera tout d'abord le premier crime commis par les deux. Je dis bien les deux car on ne sait pas si réellement c'est Shiratori ou bien son ami Akinori qui aura asséné le dernier coup de couteau. Et c'est quelques temps après, en voulant rejoindre son ami justement qui était parti se cacher de la police, que Shiratori va commettre un vol, mais trop gourmand, c'était le vol de trop, il se fait attraper par la police. Il sera dit qu'il aura fini par avouer à force d'être battu et torturé par la police. Donc Shiratori avouera avoir essayé de voler, mais niera toute implication pour le meurtre. Mais ce qu'il savait pas, son fidèle ami, incarcéré à ce moment-là, aura balancé son nom pour seulement une petite remise de peine. Il accusera Shiratori d'avoir tué cet homme. Il finira donc par tout avouer, et c'est à ce moment-là qu'il sera condamné à la prison à perpétuité. Donc Shiratori sera envoyé à la prison d'Aomori et c'est là que tout va commencer. Donc Shiratori, enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés 24 heures sur 24, il réfléchit et se dit quand même que il ne devrait pas payer de sa liberté un crime qu'il n'a pas commis. Selon lui, ce n'est pas lui qui a tué l'homme et que donc il mérite pas cette peine-là à vie. Et donc c'est là où Shiratori commencera à réfléchir à un plan. Chaque matin, après avoir mangé, les prisonniers doivent aller nettoyer et laver le seau qui leur sert pour la toilette. Et c'est pendant ce temps, en dehors de la cellule, que Shiratori observera tout ce qu'il y a autour de lui. Les postes de garde, où est-ce que la sécurité est la plus forte, où est-ce qu'il y a le plus de gardes, où est-ce que les gardiens sont situés dans la prison, et donc à quelle fréquence ils effectuent des tours de ronde. Plutôt intelligent, il remarqua qu'en fait, une clé ouvrait toutes les portes. Ce qui, on le reconnaît, dans une prison, c'est plutôt relou. Mais bon, c'est l'époque, c'est pas aussi avancé et moderne que maintenant, donc une seule clé ouvre toutes les portes, et ça, il l'a bien remarqué. Donc il réfléchit à comment il pourrait se procurer une de ces clés, mais évidemment, il se rendit vite compte que ça allait être impossible. Alors, à la place, dès que possible, il essaiera de regarder minutieusement la clé et de quelle manière elle est faite, afin d'en dessiner une reproduction, et tout ça dans sa tête. C'est donc à la 2e semaine de son incarcération qu'il décida de mettre son plan en action. Ayant remarqué des crochets pour poser ses vêtements lors des douches, il lui fallut pas longtemps avant d'en prendre un discrètement en même temps qu'il reprenait ses habits. L'avantage avec ce crochet, c'est qu'il pouvait être tordu un peu dans tous les sens et remanié. C'est-à-dire que c'était très simple à cacher dans les jointures sans même que ce soit visible pour quelqu'un qui ne sait pas que le crochet est là. C'est donc après une dizaine de tentatives où chaque jour il tordait le fil de fer pour reproduire la clé, puis le remettait normalement pour ne pas être détecté par les gardiens et potentiellement les fouilles aléatoires qu'il pouvait faire. Évidemment, un jour ça paye, il forme sa clé, il peut ouvrir la cellule. Mais c'est pas encore l'heure de s'échapper, car il faut prévoir ça bien. C'est à ce moment-là qu'il remarqua qu'à minuit, il y avait toujours un trou de 15 minutes avant que les prochains gardes revenaient. Sûrement dû à un roulement général de service, mais ça ne lui échappera pas. Et c'est donc 17 jours seulement après son incarcération qu'il est prêt. Pour gagner du temps, il donna une fausse forme humaine à son lit pour qu'on croie qu'il est toujours ici. Il sort son fil, le prépare, le met en tant que clé, crochette la serrure, c'est bon, il est dehors. Il s'enfuira jusqu'à l'arrière-cour, là où sont stockés les déchets de la prison, évidemment. Pour ceux qui se disent « Ah ouais, c'est pas possible !» Oui, mais une clé ouvre toutes les portes, donc forcément après tu peux aller partout dans la prison où tu as envie d'aller. Et donc il réussit à s'enfuir par la forêt. Ça y est, Shiratori est libre. Arrivé au lendemain, les gardes demandant plusieurs fois à Shiratori de se lever, entra dans la cellule, compris la supercherie. Il s'était échappé et avait falsifié un autre corps de lui-même. Mais probablement plus malin pour s'évader que pour se cacher, ce que 3 jours après, qu'il sera retrouvé et donc rejugé une nouvelle fois. Son seul justificatif devant le juge sera que la prison où il était n'était pas trop mal, mais que perpétuité, c'est un peu long.
c'est un motif comme les autres. Il est donc jugé, et une nouvelle fois, Shiratori est emprisonné, cette fois à la prison de Miyagi. Il y restera qu'un court moment, dans une cellule de 3 mètres sur 2 mètres, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est vraiment pas facile comme condition d'incarcération. Il sera en isolement pendant 6 mois, donc c'est à peine si on peut s'asseoir ou même s'accroupir dans cette cellule. Puis transféré dans une autre prison grâce à son avocat, il sera maintenant dans la prison de Kosuge à Tokyo. Cette fois-ci, il est dans une prison de haute sécurité. Tout espoir d'évasion est impossible, évidemment à cause des gardes qui sont beaucoup trop à l'affût et surveillent énormément, beaucoup plus même que les prisons précédentes. Mais on est en 1940, et qui dit 1940 dit la guerre. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale est déjà en cours. Peut-être elle ne frappe pas encore le Japon de plein fouet, mais ça n'empêche que c'est un an après, en 1941, qu'il sera transféré à la prison d'Akita. Donc le directeur, ayant eu vent de cet exploit qui a été fait par Shiratori, lui fit comprendre expressément que on ne s'évade pas de sa prison. Lui, il ne s'évadera pas, il l'accompagnera même directement lui-même à sa cellule. Cette fois-ci, Shiratori est dans une cellule qui fait 4 mètres carrés sur 3, avec le sol et les 3 murs en béton armé couverts de plaques de cuivre. Pour ce qui est du plafond, il y aura seulement une fenêtre quadrillée en bois, incrustée dans le béton à 3 mètres de haut. Ce qui, en plus de ne pas laisser entrer beaucoup de lumière, laisse par contre entrer énormément de froid. Dans ces conditions-là, Shiratori il comprend lui-même que même s'il s'évadait, ça serait très compliqué. Les chances de survie sont presque à 0 étant donné qu'il fait extrêmement froid et qu'il y a beaucoup de neige dehors. Pour lui, la seule faille, c'est la fenêtre qui est à 3 mètres de haut, au-dessus de lui. Donc c'est un battant, lui, il y va à fond. Alors il s'entraîne à grimper le mur de la même manière que nous on le faisait là quand on était petit chez ta grand-mère, frère, c'est la même chose, c'est la même technique. Il s'entraîne donc à grimper le mur jusqu'à atteindre la fenêtre pour mieux observer la fenêtre où il comprendra que c'est juste un quadrillage de bois qui est encastré dans le béton. Mais pour lui, il suffisait de scier la fenêtre, en tout cas scier une partie pour pouvoir ouvrir et ainsi être libre. Mais la question au final c'est comment obtenir une scie. Et là, notre petit Shiratori, il se rappelle que quand il travaillait sur un bateau russe, il avait 2-3 techniques un petit peu... voilà quoi, 5 minutes crafting. Décidément, il est plein de surprises cet homme. Donc il réfléchit, il se dit ok, il me faut genre un bout de métal, une corde et peut-être un clou éventuellement. Voilà, à partir de ça, il va faire une scie. Comment frérot, moi je sais pas. Et donc c'est là qu'il remarque lors des douches, encore une fois visiblement, que au niveau des toilettes, il y a un petit bout de métal un petit peu rapiécé qui sert un peu à fixer la cuvette qui était donc cassée. Comme vous le savez, il finit évidemment par réussir à la choper. Pour ce qui est du clou, même technique, ce qui sert à accrocher les vêtements pour la douche lui servira pour sa scie. Pour la corde, je sais pas. J'ai pas l'info, je sais pas, il a sûrement réussi à se procurer une corde, voilà. Et c'est donc en 1942 qu'il recommence son petit raffut. Il attend que la prison soit bruyante ou qu'il y ait des moments un petit peu d'émeute pour pouvoir se hisser en haut de sa fenêtre et commencer à scier sans faire de bruit et sans être repéré par les gardes. C'est seulement au bout de quelques semaines qu'il réussira à venir à bout de cette fenêtre, pouvant se hisser sur le toit. Mais pas trop gourmand notre Shiratori, on se rappelle que ça lui a pas trop réussi d'être gourmand, il décide pas de partir directement, juste il analyse. Donc en regardant autour de lui, il s'aperçoit qu'il aura un mur de 5 mètres à peu près à franchir, et que donc pour ça, il aurait besoin de quelque chose pour pouvoir le passer ce mur. Et c'est en écoutant un petit peu une discussion entre deux gardes qu'il apprendra que du coup, dans le but de construire une remise dans la prison, il y a des poutres et tout matériau qui pourrait être utile pour s'évader ici dans la prison. Évidemment, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que on veut que cet homme s'échappe aussi. On lui met plein d'éléments comme ça à disposition pour qu'il puisse s'échapper, donc moi je trouve ça un petit peu drôle. Évidemment, ça ne suffira pas. Shiratori comprend bien qu'il n'y a aucune opportunité, zéro moyen de s'évader, étant donné que les gardes sont très à l'affût et que même dans la cour, ceux qui sont fixés au mirador pointent la lumière sur le moindre bruit ou la moindre chose qui bouge. Alors comment faire ? Et ben quand je vous dis qu'on dirait que quelque chose veut que cet homme s'échappe, je ne mens pas. Il attendra plusieurs temps avant qu'un typhon arrive. Il entendra à la radio qu'un typhon est prévu et, chance pour lui, le typhon est bel et bien arrivé. Alors pendant que le vent il souffle et que c'est le bordel dans tous les sens, que ça fait un vacarme, que les portes tremblent et que donc ça fait énormément de bruit de fer, il en profite, il crée un faux corps de lui-même, il le dissimule sous son matelas et le Shiratori, c'est direction la fenêtre. Et donc là il est sur le toit, il observe bien le mur du côté où ce n'est pas trop risqué, et en plus il y a des poutres, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc il tapera le sprint de sa life, tout en s'accrochant évidemment, parce qu'il y a un typhon quand même, un typhon, c'est pas juste du vent fort, c'est un typhon. Donc pour pas s'envoler, en plus il s'accrochera à tout ce qu'il peut dès que possible. Et donc il se saisit de la plus grande poutre qu'il y avait afin de s'aider à escalader le mur de 5 mètres et aussi à le redescendre du côté extérieur. Il redescend de l'autre côté et Shiratori est libre.
Encore une fois. Et donc c'est dans sa cavale qu'il trouvera une sorte de ferme abandonnée, éloignée un petit peu de tout le reste de la ville ou quoi que ce soit, donc on imagine qu'il y avait personne dedans. Quoi qu'il en soit, lui, il entrera, il prendra quelques vêtements histoire de se vêtir et de se changer, parce qu'il est quand même en tenue de prisonnier, donc facilement reconnaissable. Et donc il est en cavale durant 3 mois où il arrivera à rejoindre Tokyo qui était à 600 km de son point de fuite. Mais c'est quand il sera à Tokyo, voulant continuer son périple vers Yokohama, dans le but peut-être d'être aidé par des anciens camarades à lui, qu'il se fera attraper par la police. C'est donc une fois qu'il sera rasé, lavé et identifié qu'on saura que c'est Shiratori Yoshie. Il est donc de nouveau jugé, mais pour le juge, c'en est assez, ça suffit, c'est trop. Et donc cette fois-ci, pas de prison ordinaire pour Shiratori, il sera envoyé à la prison d'Abashiri à Hokkaido. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prison d'Abashiri était au nord d'Hokkaido. Hokkaido, il fait déjà très froid là-bas, même actuellement. Frérot, regarde la météo, je t'en prie, vas-y, regarde, tu vas voir combien il fait de degrés là-bas. Et donc à ce moment-là, au Japon, elle était réputée pour être une des pires de tout le pays, c'est-à-dire que même les criminels les plus endurcis n'avaient pas envie de finir là-bas. C'est donc en avril 1943 qu'il est transféré à cette prison, escorté par 7 gardes armés et attaché par le cou, les mains et les pieds. Cette fois-ci, Shiratori est dans une cellule encore une fois spéciale comparée aux autres, avec le sol et les murs en béton armé, recouverts de plaques d'acier boulonnées. Donc là, niveau sécurité, on est ok. Sans aucune fenêtre à l'extérieur, la seule vue qu'il pouvait avoir c'était sur le couloir dans un petit rectangle de 20 cm par 40 cm. Donc autant vous dire que c'est très très petit. Attaché, même dans sa cellule, il devait manger même en étant attaché et n'avait pas le droit de sortir pour aller prendre une douche. Le directeur de cette prison, aussi un gros rageux, viendra lui dire personnellement que c'est lui qui met fin à l'incroyable histoire du roi de l'évasion. Évidemment, avec un régime aussi strict et des conditions de vie aussi dures, Shiratori aura perdu beaucoup de poids. Il s'était résigné à ne plus s'évader, et... Oh mais attendez, il a perdu du poids? Bah les menottes, elles commencent à flotter. Shiratori n'abandonnera pas. Il se dira... qui peut encore s'échapper. Mais cette fois-ci, évidemment, c'est beaucoup plus dur, aucun plan ne peut être mis en place, il ne connaît pas la prison, il n'en a rien vu car il n'a pas eu le droit de sortir, il ne sait pas comment elle est faite et ne sait encore moins comment s'échapper. Et il remarquera une seule chose, c'est que lorsque le gardien lui apporte la nourriture, eh ben, il est seul. D'après Shiratori, il n'y a personne, aucun bruit aux alentours, et sûrement qu'il est seul dans le couloir à ce moment-là. Alors Shiratori, maintenant capable d'enlever ses menottes, fit semblant de toujours les avoir. Une fois que le garde a vérifié que les menottes étaient bien mises, il peut enfin lui apporter sa nourriture, et c'est au moment de se pencher que Shiratori se faufile entre ses jambes et commence à mettre le sprint de sa vie. Sauf que, manque de bol, il n'avait pas vu ni entendu dans sa précipitation, mais 2 autres gardes étaient là en train de eux aussi servir le déjeuner. Il se fait rattraper, il prend sa raclée, fini. Et donc, comme punition, il écopa d'1 semaine de boîte. La boîte, qu'est-ce que c'est? La boîte, c'est une cellule qui fait 1 mètre par 1 mètre, creusée dans la terre et fermée par une grille. Évidemment, s'asseoir ou même s'accroupir, à moins que tu sois très fin et très maigre, en fait, ce n'est pas possible. Globalement, t'as pas envie d'aller là-bas pour tes vacances. Après avoir écopé de sa punition, où il a survécu les amis, il n'est pas mort là, l'histoire n'est pas finie. Il fut ramené dans sa cellule, cette fois-ci attaché de la même manière dans le dos, par les mains et par les pieds, cette fois-ci avec en plus des boulons bien en fer, bien serrés sur ses menottes. Le temps passe et il essaye de faire profil bas, afin de peut-être que les gardiens l'aient à la bonne, sauf que ça ne marchera pas. Évidemment, les gardiens sont toujours aussi durs avec lui, mais toujours observateur, il remarqua que, à cause de la transpiration et des éclaboussures de soupe que lui donnaient à manger les gardiens, les menottes finissaient par s'oxyder. Et il notifia même que ça faisait la même chose pour la porte de sa cellule. À ce moment-là, un plan émerge dans la tête de Shiratori. Évidemment, c'est un plan risqué qui demandera du temps, et à la fin, avec aucune garantie qu'en plus ça ne fonctionne. Mais pour lui, c'est toujours mieux que sa vie actuelle, alors il le mit en marche. Alors, à chaque fois qu'on lui donnera le repas, il en sacrifiera une partie pour, par exemple, garder la soupe dans sa bouche, et une fois les gardes partis, la recracher sur ses menottes ou sur la porte. Donc ça lui prendra des mois de faire ça, et effectivement ça finira par rouiller les menottes, mais également, puisqu'il sacrifiait son repas, il perdra du poids, et donc les menottes, encore une fois, finiront par flotter, et il pourra presque les retirer. On est maintenant en 1944, et ça y est, il peut enfin enlever ses menottes et les remettre comme si de rien n'était. Ce qui laissera le temps finalement à Shiratori de tester la porte. Dès qu'il aura un petit peu de temps libre, il essaiera de voir s'il peut jouer avec la porte, faire un jeu afin que les boulons finissent par se desserrer et enlever la porte. Du moins enlever les barreaux en fer qui étaient dans son petit rectangle sur sa porte. C'est après la ronde de 20h45 où il sent qu'il y a une petite brèche qu'il passe à l'action.
Alors il arrivera à démonter grâce à la rouille les barreaux qui sont sur le petit rectangle qui lui sert pour voir à travers le couloir. Il ira par sortir par ce petit rectangle de 20 cm par 40 cm, je le rappelle, en se déboîtant l'épaule. C'est grâce aussi à ce petit rectangle qu'il pourra atteindre le haut de la porte et monter sur une poutre qui menait au toit. Et là, c'est par une petite fenêtre vitrée qu'il pourra juste ouvrir sans la casser qu'il pourra se retrouver sur le toit. Une fois sur le toit, il repère le côté le plus safe pour se barrer. Il se barre, cette fois-ci sans difficulté. Shiratori est libre. Encore une fois. C'est fou de se dire que ce mec ne lâche rien. Il veut sa liberté et il est prêt à tout pour ça. Donc cette fois-ci, c'est un petit peu le même schéma. Il trouve toujours des petites maisons ou des boutiques à piller, un petit peu éloignées où il n'y a personne. Il trouve ce qu'il faut pour vivre, pour se cacher. Et c'est pendant 2 ans qu'il vivra caché. Et c'est donc en 1946, marre d'être seul et de errer dans des forêts ou dans des plaines complètement éloignées, il se dit pourquoi pas retourner en ville et même refaire sa vie finalement. Mais c'est lors d'un contrôle en ville, pendant que Shiratori se baladait, qu'il se fera arrêter par un policier un petit peu étrange. Le policier lui demandera des informations, ce qu'il fait ici, et même de lui présenter ses papiers. Et donc c'est là que Shiratori tape son meilleur sprint dans la direction opposée, mais évidemment, le policier, un petit peu plus jeune, plus en forme, rattrapera Shiratori et commencera à le maîtriser. Et Shiratori, même s'il est un petit peu plus vieux, il est quand même robuste, il se laissera pas faire, alors il assénera un coup violent à la tête du policier. Shiratori s'apprête à s'enfuir, mais le policier dégaine une arme et lui dit tout de suite de s'arrêter. Alors Shiratori s'arrêta, il revient vers lui tout doucement, les mains dans les poches, sauf que dans sa poche, Shiratori a un couteau. Il finira par riposter avec le couteau, ce qui blessera gravement le policier, ne le tuera pas, il sera emmené à l'hôpital et c'est là même qu'il pourra faire un portrait clair de Shiratori. Et donc là que les policiers savent que c'est encore une fois notre petit évadé bien aimé. Une fois arrêté et remis encore une fois devant le juge, Shiratori plaidera la légitime défense. Mais en vue de tout son dossier, de toutes ses évasions, ça ne suffira pas, la légitime défense cette fois-ci, le juge le condamnera à mort. Cette fois-ci, Shiratori est envoyé à la prison de Sapporo, une prison qui est également dans le nord du Japon. Dans cette prison, le directeur avait créé une cellule spécialement pour lui. Donc évidemment, le même tralala, les murs, le sol en béton armé, cette fois avec des plaques d'acier qui sont boulonnées, avec une fenêtre sur la porte qui fera 15 cm par 10 cm. Pour couronner le tout, surveillé par 2 gardes armés constamment. À ce moment-là, Shiratori comprend que c'est la fin, qu'il ne pourra plus s'évader. C'est pas vrai, il veut encore s'évader, évidemment. Pour lui, ça ne le dissuade pas, il pense quand même à s'échapper, il trouvera juste sa solution quand il faudra. Et c'est donc quand il se rendra à chaque fois au parloir pour parler à ses avocats ou alors parler à des policiers qu'il observera minutieusement tout ce qu'il y a autour de lui. Et évidemment, il s'aperçut de quelque chose quand il avait son repas, parce que oui, petite faille, tous les murs et le plafond sont en béton armé, mais le sol est en bois. Alors il est curieux, il veut savoir ce qui se cache en dessous son sol. Mais pour cela, vous connaissez la musique, évidemment, il lui faut une scie. Comment faire une scie? On le sait maintenant. Le bout de métal, le petit clou, et c'est fait. Et c'est donc après plusieurs allers-retours au parloir qu'il remarquera un clou un petit peu mal vissé, mal planté dans la porte. Et donc il simulera une petite chute afin de ramasser le clou et de l'avoir en sa possession. Et donc après avoir un petit peu scié son plancher discrètement, évidemment, il s'aperçut qu'en dessous c'était de la terre facile à travailler. Donc là c'est une aubaine pour lui, il se dit juste ok jackpot, je vais pouvoir m'échapper encore une fois. Et donc chaque nuit avec un bol qu'il avait réussi à substituer, on ne sait pas comment mais en tout cas un bol pour manger, il avait réussi à le garder, il creusa bol par bol. Il avait calculé la distance entre sa cellule et le mur de l'enceinte pour atterrir derrière le mur. Chaque soir, bol par bol, il creusait afin de faire un trou pour s'échapper. Il va donc finir par atteindre l'arrière du mur, avoir la lumière du jour et se dire d'accord, je vais pouvoir m'évader par là. Et une fois arrivé à la tombée de la nuit, Shiratori fait un faux corps, le dissimule sous son lit, discrètement retire son plancher et s'enfuit par le trou. Ça y est, il est de l'autre côté du mur, Shiratori sort, il est libre. Mais passant de maison en maison, dans des lieux abandonnés, errant dans les montagnes, le froid était beaucoup trop fort et Shiratori n'avait plus la force de se battre contre ces intempéries et décida du coup de redescendre plutôt en ville. Cette fois-ci, un petit peu spécial comparé à d'habitude car il est dans la ville, la tête haute, saluant tous les habitants, voyant 2 policiers au loin, en allant même leur demander une cigarette. C'est pendant que un des policiers allumait la cigarette de Shiratori qu'il dit « Je suis Shiratori Yoshie, l'évadé de la prison de Sapporo et 3 autres. » Donc encore une fois, il est arrêté, mais cette fois-ci les circonstances sont tout à fait différentes. Car oui, pendant tout ce temps-là, finalement, il a pu commencer à être connu à travers le monde entier, tout le monde connaissait l'histoire du roi de l'évasion, celui qui s'évadait de toutes les prisons, et finalement il a attiré un petit peu l'œil de grands écrivains,
et de toute la foule. Ces personnes-là étaient si intéressées qu'elles ont même pu payer un bon avocat. Et évidemment, le procès se passe beaucoup mieux que tous les autres et il a même droit à l'annulation de sa peine de mort. Il prendra à la place 20 ans de prison. Mais il fera même un petit peu moins longtemps que ces 20 ans et c'est en 1961 que Shiratori, pour de vrai cette fois-ci, est libre. Et il vivra même avec une femme avec qui il correspondait lorsqu'il était en prison et eux deux iront s'installer à Hokkaido, précisément à Aomori, finalement là où tout a commencé. C'est ici qu'il pourra observer sa fille qu'il avait eue avec sa précédente femme, maintenant adulte, sans jamais aller lui parler, de peur qu'elle pense que ce n'était qu'un vulgaire criminel. C'est le 24 février 1979 qu'il s'éteindra d'une crise cardiaque à l'âge de 71 ans. C'est quand même dingue quand on y pense, la détermination de cet homme à ne pas rester en prison. Évidemment, je dois quand même vous prévenir que l'opinion est mitigée, c'est-à-dire que certains pensent qu'il y a un petit peu de folklore rajouté dans cette histoire, c'est-à-dire que tout ne serait pas réel, tout ne serait pas aussi spectaculaire que ce qu'on dit. Ça crée un petit peu l'imaginaire, donc on peut facilement laisser un peu imaginer qu'est-ce qu'il a pu réellement faire ou ne pas faire. C'était un petit peu un nouveau format de vidéo pour moi que je testais, j'espère que ça aurait été quand même agréable, que je suis pas trop mauvais narrateur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires évidemment ce que vous en avez pensé. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Surtout, abonnez-vous, ça m'aide un maximum. Et moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous la mif.